Troisième vidéo de la chaîne, avec aujourd'hui une période charnière. Le chalcolithique. Le premier temps de l'ère des métaux. Nous voilà à la fin de la préhistoire, dans cette époque bizarre de la protohistoire. Pour vous faire une idée, très approximative, voyez le film 10 000. Ou, le tout début, du film, en 1, des débuts difficiles. En ce temps-là, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique sont encore présents en de nombreux endroits. De même les proto-agriculteurs et éleveurs du Néolithique sont également là, et continuent à s'organiser. Mais par endroits, on voit commencer à émerger ce qu'on appellera plus tard la civilisation. Nous sommes en pleine proto-histoire, une époque documentée par des historiens, ou plutôt des mythologistes contemporains ou plus tardifs. Ce qui signifie que quelque part, à la même période, l'écriture commençait à être inventée. Reprenons déjà le nom de l'époque, le chalcolithique, Quesaco, ou, qu'est-ce que c'est, en bon français. Étymologiquement, c'est composé de chalque, le cuivre, et de lithique, encore et toujours la pierre. Cela signifie qu'une découverte majeure est apparue. Le travail des métaux, ou plutôt d'un métal. Le cuivre, qui est assez facile à fondre, à partir de minerais, souvent liés à de la roche. On peut donc en extraire facilement de petites quantités. Il est assez souple pour être ensuite travaillé, à chaud comme à froid, par martelage. Mais le terme lithique nous rappelle que le matériau majeur de cette époque reste, comme au néolithique, la pierre taillée puis polie. Les matériaux en os ou corne sont aussi très courants en ces âges. Donc, 4 types de modes de vie coexistent, avec des techniques et outils plus ou moins évolués. Je ne vais pas rentrer ici dans les théories évolutionnistes, chacun peut se faire son avis, avec plus ou moins de romantisme. En gros, je ne me mouillerai pas, à vous de voir. Bon, revenons à notre sujet. En se baladant dans les campagnes de ce temps-là, on pouvait tomber sur des hommes bien préhistoriques, avec peau de bêtes sauvages, armes en pierre taillée et gourdins, si on en croit l'image d'Épinal. Des groupes peu organisés et farouches, mais physiquement assez durs pour tenir des chocs frontaux. Plus loin, on peut trouver un petit village de huttes, entouré de champs non irrigués, gardés par des gars habillés avec de simples carrés de tissu végétal ou animal et armés de lanceurs, avec des couteaux en pierre polie accrochés à leur ceinture de cuir tanné. Le tout organisé avec des guetteurs, un système d'alarme et l'assurance que tout le village se mobilisera pour protéger ses biens, en mode groupe de survivalistes. On pourra aussi croiser, non loin, des groupes de bergers nomades, avec quasiment les mêmes équipements que les précédents, mais plus légers. On trouvera des archers, et tout un tas d'outils et d'armes, issus de leurs troupeaux. Ceux-là sont adaptés aux déplacements fréquents, ils s'installent en campement temporaire et peuvent disparaître du jour au lendemain. S'ils entrent en conflit, leur mobilité est leur meilleure arme, et leur troupeau est leur boulet, car ils dépendent de lui pour vivre. Si vous chopez leurs bêtes, vous les tenez par les coudes. Et parfois, près d'un cours d'eau, on tombera sur des merveilles pour l'époque, des villes en dur. Bon, n'exagérons rien, il s'agit plutôt de villages un peu fortifiés. Mais en ces temps-là, c'était le summum de la modernité. Mais pour en arriver là, il fallait maîtriser le cuivre et la forge. Il fallait être très organisé, hiérarchisé en classes sociales, soit des paysans, des artisans, des soldats, et pour organiser ce bordel, il a fallu créer une classe dirigeante. Certains diront, une classe de feignants et de profiteurs, mais ne généralisons pas. Et surtout, ne transposons pas notre époque, car cela n'avait rien à voir. D'aucuns diront que c'est à cette époque qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que tous les problèmes du monde viennent de là. Je ne le pense pas, car c'est plutôt à l'âge de bronze que la chienlit a été inventée. Mais nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes, les premiers hommes, alors, concentrons-nous sur nos citadins. Et sur les villages d'agriculteurs qu'ils ont satellisés. Donc, nous avons vu que le cuivre avait été découvert et avec lui un nouveau métier très important, le forgeron. De là, découle toute une organisation sociale. Avec tout en haut, les guerriers, une classe hyper spécialisée, équipée et entraînée pour défendre la communauté tout entière. On en a retrouvé les traces archéologiques, dans ce qu'on appellera bien plus tard le croissant fertile. Entre la Turquie actuelle et le Moyen-Orient. Entendons-nous bien. Quand je dis guerrier, vous imaginez un bonhomme barbu hyper musclé, genre Conan. Il y en a eu, mais pas que, on a notamment retrouvé en Turquie des tombes de guerrières, enterrées avec armes en cuivre, boucliers et surtout on a repéré, sur les ossements, les traces de la pratique intensive de l'équitation. Tout cela démontre que les femmes n'étaient pas, à cette époque, en reste, dans ce qui concerne la chose martiale.
J'imagine que le mythe des Amazones a dû être inspiré par ces guerrières, qui, quand les temps ont changé, et que les femmes ont perdu le droit d'être guerrières, sont devenues mythiques. Comme une bonne blague de salle de garde du monde hellénique. Mais les communautés n'étaient pas grandes, et en cas de coup dur, tout le monde était mis à contribution pour défendre la survie du groupe. Chacun participait avec ses compétences et son équipement propre. La bonne vieille marave se diversifie, on crame, on pille et on égorge allègrement. Du coup, tout le monde s'y met pour la défense, car tout le monde peut morfler lors d'une attaque. Et là, on commence à voir des scènes qui ressemblent vraiment à des batailles rangées. Des chocs, au corps à corps, entre groupes équipés pour l'occasion. Soutenus par des archers et des frondeurs. Éclaireurs, embuscades, charges, lignes de front, déclarations de guerre et capitulation, tout était là, et ce, pour très très longtemps. Sinon, vu qu'il n'y avait toujours pas de loi, ou si peu, mais surtout, personne pour les faire respecter, le moindre différend entre humains, pouvait salement dégénérer. On a, plus à l'ouest, un bel exemple avec Ötzi, vous connaissez peut-être l'histoire du vrai Hibernatus. Cet homme qu'on a retrouvé congelé depuis 6000 ans dans les Alpes après le dégel d'un glacier. Il avait tenté de passer un col enneigé, après s'être maravé avec ses semblables. Comment le sait-on? Parce qu'il avait des pointes de flèches dans le buffet, on l'a retrouvé avec son équipement complet. Un vrai survivaliste cet Ötzi. Il avait, entre autres comme équipement, un firesteel de l'époque, soit un silex avec de l'amadou et un bout de pyrite de fer, une hache de cuivre, un couteau en silex emmanché, un arc et son carquois avec une dizaine de flèches, de la nourriture et des plantes médicinales, le tout, dans des sacs genre EDC. Côté habits, un pagne en cuir de chèvre domestique, des jambières et des chaussures. Il devait être en fuite et c'est pourquoi il a tenté sa chance dans la montagne. Il pesait 50 kilos tout mouillé mais il s'est battu jusqu'au bout. Il devait faire partie d'un village satellite, ou alors d'une communauté de chasseurs-cueilleurs, qui avait des échanges avec les civilisés. Ce qu'il nous a appris, c'est qu'on se battait à l'âge du cuivre. C'est même à cette époque que la guerre a dû être inventée. Beaucoup d'autres traces nous ont démontré la même chose. Parlons matos maintenant, le cuivre a permis de fabriquer des haches de guerre mais on était très loin de haches vikings, les plus avantagés disposaient de couteaux de cuivre et même de boucliers, les lances se métallisent également. On finit par avoir la panoplie d'un parfait soldat hoplite. La phalange n'est pas bien loin, mais il faudra moderniser la fabrication, inventer le bronze, la fonderie, et c'est une autre histoire. De toute façon à cette époque, quelques gars ou filles bien équipés suffisaient à faire fuir la plupart des nuisibles à deux pattes. Les arcs se sont généralisés mais ils ne suffisaient pas contre une cuirasse ou un bouclier. Parlons défense individuelle maintenant. Les hommes étaient foncièrement inégaux, par la géographie d'abord, s'il avait la chance d'être civilisé ou pas, s'il vivait près de gisements de cuivre ou pas, par la corpulence ensuite, un Golgoth était bien sûr avantagé, et ça ne changera pas jusqu'à Monsieur Colt. Chacun avait le droit de porter et d'utiliser des armes, mais pas les mêmes. Et c'est là toute la différence. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais une lance de cuivre poli comme un rasoir est plus efficace mais surtout plus durable qu'une lance de pierre, qui peut être aussi coupante comme un rasoir mais pas très longtemps, et une pierre émoussée, c'est juste un caillou. Donc un guerrier équipé pouvait imposer sa loi à un petit groupe de sous-équipés. La nature n'imposait plus sa loi, c'est la technologie qui commençait à primer et avec elle, la course à l'armement qui débutait. Il ne restait plus qu'à généraliser les nouvelles armes pour que la civilisation ne fasse tache d'huile. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette 3e vidéo sur l'âge du cuivre. J'espère qu'elle vous a intéressé et à bientôt.